Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkoff reçoit en invité exceptionnel le professeur de philosophie Didier Lemaire, auteur de ce livre qui lance l'alerte Lettres d'un hussard de la République aux éditions Robert Laffont. Bonjour Didier Lemaire. Bonjour. Bonjour, vous avez écrit ce livre qui est un témoignage, qui est un livre à la fois, je dirais, un récit, un pamphlet, mais aussi, je dirais, un exercice philosophique. Je dis ça pas parce que vous êtes professeur de philosophie, parce qu'effectivement, derrière ça, il y a l'éthique et il y a ce que chacun d'entre nous, notre conscience nous dicte quoi par rapport à une situation difficile, quoi faire, se taire, parler, accepter, se résigner ou résister. Et le sous-titre de votre livre, c'est « Avant qu'il ne soit trop tard ». Est-ce qu'il n'est pas déjà trop tard, Didier Lemaire? S'il était trop tard, je ne serais pas là. J'ai toujours confiance dans l'action et c'est aussi la raison de ce livre. Je pense qu'une prise de conscience est encore possible dans l'opinion et qu'une action est encore possible. Alors, cette prise de conscience, vous l'avez écrite, vous en parlez longuement. En fait, vous en parlez dans votre livre, mais je voudrais savoir, les premiers symptômes, vous avez senti que quelque chose se dégradait. Vous êtes depuis 20 ans, vous étiez, c'est ça? Oui, j'ai enseigné depuis 2000. 2000, c'est 2000 ça. à Trappes. Alors, les premiers symptômes, je dirais que c'est le 11 septembre. Là, je constate quelques rares élèves qui approuvent... 2001, donc 11 septembre, les Twin ouais. Towers. Ah oui, il y avait déjà chez certains, une approbation. Oui, alors Mais qui se manifestait comment, même si c'était à bas bruit, mais... c'était la joie pour eux que l'impérialisme américain, comme il disait, soit défait et soit humilié. Mais c'est un phénomène très marginal à l'époque, c'est-à-dire que ça concerne une poignée d'élèves. D'accord. Ensuite, je dirais que le tournant important, c'est... Dans la vie du lycée, en tout cas, c'est 2005, les émeutes. Les émeutes, oui. Qui se soldent, et je commence le livre par cela, qui se soldent par la mort d'un de nos collègues dans l'établissement. Alain Lambert, l'incendie, etc. Il est allé chercher sa voiture et effectivement... Et vous dites d'ailleurs déjà que... même, et c'est intéressant parce qu'on va parler des élèves, on parlait aussi de la hiérarchie. Et au fond, déjà, on a l'impression qu'on veut mettre un couvercle sur la marmite, pas trop parler de ça, pas trop... Enfin, vous racontez dans votre livre. Oui, 2005, c'est le pas de vague. Il ne faut pas oublier non plus que le rapport Aubin, c'est 2004. Les territoires perdus de la République, c'est 2002. Oui. Donc, les lanceurs d'alerte sont déjà bien présents. Enfin, les lanceurs d'alerte, les historiens et même des cadres de l'éducation nationale. Et qu'est-ce qui fait, alors pour vous, parce que là, et le recul, qu'il y a hiérarchie, ou une certaine hiérarchie, on ne va pas généraliser quand même, se disent, écoutez, parlons pas de ça. Est-ce qu'il y a toujours cette formidable force d'inertie agissante, le déni, non, écoutez, la question ne sera pas posée, circuler, rien à voir. C'est quoi? Donc, vous étiez quand même au cœur du chaudron, qu'est-ce qui fait que cette réaction est toujours là et plus que jamais prégnante? D'abord, je dirais que d'un point de vue très général, il y a à l'école une véritable crise de la transmission, une crise de la transmission de notre culture, de nos valeurs humanistes. Les enseignants ne savent plus, je crois, parfois pourquoi ils enseignent, s'ils enseignent simplement pour la réussite sociale de leurs élèves ou s'ils ont encore une véritable mission républicaine. Donc ça, c'est, je dirais, un contexte général. Ensuite... Mais attendez, c'est déjà très grave. Qu'est-ce qui fait qu'ils ont perdu? Parce que vous avez dit même, on parlait des hussards noirs de la République, c'est le titre de votre livre, il n'y a pas noir, mais hussards de la République. Qu'est-ce qui fait que beaucoup d'enseignants ont perdu cette vocation première? Enfin, que moi, mais les enseignants, ceux qui m'ont enseigné, c'était ça. C'était vraiment cette éthique, cette envie. Bon, c'était il y a longtemps, mais c'était ça. Qu'est-ce qui fait que ces territoires perdus de la conscience républicaine il y a eu toute une série de réformes. Le pédagogisme aussi a envahi le champ de notre métier. Donc la place de l'élève a été mise au centre et non plus la place de l'enseignant, la place des parents. Tout ça, c'est une lente dégradation finalement à la fois du statut, des revenus aussi et de la mission de l'enseignant. D'accord. Et alors c'est arrivé au stade que on dit voilà, on va faire que l'élève réussisse le mieux possible. Et donc, continuons sur votre récit. Et encore une fois, je recommande ce livre aux éditeurs de Sud Radio parce qu'il dit bien ce qui est en train de se passer, ce qui se passe déjà depuis quelque temps. Second signe, après les 2005,
la dégradation a continué, enfin les signes... Alors il y a déjà un effritement, je dirais, dans notre lycée en tout cas, il y a un effritement à Trappes de la mixité sociale, c'est-à-dire que la disparition de la carte scolaire va entraîner le fait que nous allons avoir une population de plus en plus homogène, pauvre et... des secondes générations ou d'origine immigrée, et que nous perdons une mixité sociale qui était importante. D'ailleurs, la différente politique des chefs d'établissement a été de tenter de contrer cette perte de mixité par la mise en place d'options artistiques pour attirer des élèves d'autres lycées. Et alors, justement, attirer des élèves d'autres lycées, quand vous dites homogénéité, vous voulez dire d'origine, donc deuxième génération d'immigrés ou troisième ou quatrième, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et ça entraînait quoi? Ça entraîne quoi, cette homogénéité? Ça entraîne... le vécu. Ça entraîne des comportements stéréotypés dans la manière de se comporter, de parler. Ça entraîne aussi une baisse de niveau de classe, et c'est aussi problématique. Oui, et on le sent dans la discipline. Est-ce que, par exemple, le professeur, on parle toujours de ça, l'autorité du professeur de plus en plus battue en brèche Oui, enfin pour ce qui me concerne, moi j'ai toujours une relation très bonne avec mes élèves et j'ai connu de très très belles années à Trappes. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis resté, parce que même si j'avais des élèves sans doute un peu plus faibles que les autres au départ, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire de la philosophie. Au sens du terme. Oui. Et alors qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ça a basculé, parce que c'est bien le fait. Dans les années 2015-2016, ce que j'observe, c'est que certains de mes élèves sont gagnés, ils le disent eux-mêmes, lors par exemple d'une intervention de la télévision néerlandaise dans ma classe, ils témoignent de leur engagement pour le salafisme, par exemple. Ouais. Donc ça vous a étonné ? Oui, ça m'a étonné. Ouais. Moi, j'ai pris du temps, j'ai pris un certain temps et j'ai eu un peu de retard avant de comprendre ce qui se passait. Je me suis rendu compte que je ne voyais pas dans ma salle de classe ce qui se passait dans la ville. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que ce que je raconte dans mon livre, que j'ai cherché à toucher du doigt le réel. C'était mon moment socratique en quelque sorte. Je prenais conscience de mon ignorance. Je suis rentré de la caverne. Oui, je suis rentré dans une association à Trappes. J'ai essayé de découvrir quelle était cette ville, les collégiens, dans les autres lycées, pour comprendre ce qui se trame. Vous habitez à Trappes ? Non, je n'ai jamais habité à Trappes, mais en revanche, je suis allé faire mon marché très régulièrement à Trappes, et là aussi, j'ai vu l'évolution dans les tenues vestimentaires, par exemple, ou dans les commerces. Alors justement, vous avez commencé donc à vous dire tiens, il se passe quelque chose. Alors c'est quoi ? Et vous en parlez dans votre livre, mais justement, je dis ça pour nos auditeurs. C'est enrégimentation, c'est mimétisme, c'est comment c'est fait, et ça, il n'y a pas que Trappes, mais Trappes a été un exemple, cette espèce de capillarité qui a fait que voilà, un certain nombre de gens se baignent dans cette théologie religieuse, en tout cas, disons, comment dire, religieuse politique, disons cela. Je dirais que ça se passe par imprégnation. Il y a une pression constante des prédicateurs sur la jeunesse, notamment, ensuite sur les familles, et effectivement, par mimétisme, pour être dans la norme, il convient ensuite de s'habiller comme il se doit, selon les normes salafistes, c'est-à-dire selon une pratique identitaire de la religion. Oui. C'est ça. Et alors, par exemple, c'est un lycée mixte, par exemple, vous avez vu, puisqu'en les années, vous avez eu le recul des ans, 20 ans, vous avez vu, par exemple, les jeunes femmes, les jeunes filles s'habiller autrement, commencer à s'habiller autrement. Ça a été progressif ou je dirais, je dis pas que ça a été soudain, mais ça a été pas du jour au lendemain, mais c'est arrivé assez vite. Quand j'arrive dans le lycée, il n'y a pas de jeunes filles voilées. Il n'y en a pas du tout. Il n'y en a pas du tout. Je crois que la deuxième année, j'ai une jeune fille voilée, qui est d'ailleurs une excellente élève en philosophie, qui pose aucune difficulté. Ensuite, en 2004, il y aura la loi sur l'interdiction des signes ostentatoires à l'intérieur de l'école. Et les années suivantes, j'observe que les jeunes filles arrivent devant le lycée, enfin de plus en plus de jeunes filles arrivent devant le lycée voilées. Le phénomène va s'accélérer autour de 2015. Ah oui, c'est ça.
et donc de plus en plus nombreuses. Oui, aujourd'hui, c'est très difficile de faire une estimation, mais je dirais que ça concerne à peu près la moitié des jeunes filles de l'établissement. Oui, ce qui est quand même moitié. Oui, vous disiez, il y en avait une seule il y a encore 20 ans. Après, il ne faut pas se leurrer. Par exemple, en 2016, j'ai une jeune fille qui s'habille en classe de façon tout à fait normale. Ouais. Elle a un jean moulant, un pull moulant, elle se maquille. Et puis, il se trouve que sur le marché de Trappes, elle porte une autre tenue. Ouais. Elle est totalement voilée. C'est-à-dire qu'elle est totalement voilée. Totalement voilée. Ouais. Voilà. C'est le niqab, quoi. C'est pratiquement le niqab, ouais. C'est ça. Oui, c'est en classe, voilà, et c'est étonnant parce que ça me rappelle juste, c'est pas lié, mais c'est quand même lié. Vous savez, j'étais allé en reportage en Arabie Saoudite et il y avait des Saoudiennes qui prenaient l'avion, qui étaient alors totalement voilées, et déjà dans l'avion. Elle se changeait, c'était plus la même chose. C'était comme à l'école. Mais on a observé ce genre de phénomène, par exemple en Turquie, où il y a 20 ans, il n'y avait quasiment aucune femme voilée. Aujourd'hui, vous allez à Istanbul ou dans d'autres villes. Et ne parlons pas de l'Afghanistan. Didier Lemaire, on se retrouve juste après les informations et ensuite avec nos auditeurs. Et Didier Lemaire reste avec nous jusqu'à 14h, donc vous pouvez poser toutes vos questions au 0826 300 300, même les questions qui fâchent. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Appelez... Lettre d'un hussard de la République, Didier Lemaire, qui a été pendant 20 ans professeur de philosophie à Trappes. Vous savez que la philosophie, c'est l'apprentissage de la sagesse, notamment. Mais la sagesse, dans un certain nombre d'environnements, elle n'est pas peut-être la vertu la mieux partagée. Et on va en parler, Didier Lemaire, parce qu'à un moment donné, non seulement vous avez eu maille à partir avec un certain nombre de personnes, mais vous avez eu aussi maille à partir avec le maire d'alors, Ali Rabet, qui aujourd'hui a vu sa élection invalidée. Mais on vous a accusé, d'ailleurs pas seulement le maire, vous le racontez dans votre livre, mais même le préfet, quand même, à des degrés divers. En fait, c'est vous qui portiez la zizanie, c'est vous qui présentiez une très mauvaise image de Trappes, ville paisible par excellence, c'est vous qui accusiez un certain nombre de gens d'être des extrémistes, etc. En fait, c'est vous, vous étiez le pelé, le galeux d'où vient tout le mal. Oui, quand on décrit le réel, ça fait mal. Et on m'a accusé effectivement d'être un menteur, un manipulateur, de stigmatiser les jeunes. Le maire de Trappes a monté une campagne contre moi pour me dénigrer, y compris à l'intérieur de l'établissement scolaire, semble-t-il en violant la loi. Et je me suis trouvé dans cette période, je dois dire, assez seul. Le gouvernement ne m'a pas soutenu. Du tout. Les seuls soutiens que j'ai reçus viennent du Conseil régional d'Île-de-France, notamment évidemment de Madame Pécresse, de Monsieur Caram, un peu plus tard d'une sénatrice LR, Madame Eustache-Brinio. Mais je me suis trouvé effectivement dans cette période très seul. Et vos collègues, vos collègues et votre hiérarchie? Alors, mes collègues m'ont soutenu suite à l'intrusion du maire qui a distribué des tracts à l'intérieur du lycée. À l'intérieur du lycée, avec d'autres élus contre moi. Ouais. Les collègues ont publié une lettre pour prendre la défense de mon honneur. Mais ils vous reprochaient quoi spécifiquement? Enfin, vos adversaires ou ceux qui vous trouvaient, le maire et puis d'autres. Spécifiquement, il disait quoi? Didier Lemaire cherche à ternir la réputation de Trappes, c'est quoi? Oui, Trappes est une ville comme une autre. Donc j'ai terni la réputation de Trappes en expliquant que l'islamisme progressait à Trappes. Donc c'est un mélange. Le maire s'est présenté comme un défenseur de la ville, sans doute parce que à ce moment-là, savait-il que son élection allait être invalidée, ce qui a été confirmé par le Conseil d'État. Et il a sans doute voulu se présenter comme un défenseur des musulmans offensés par le professeur de philosophie. Et dites-moi, est-ce qu'il y a eu à ce moment-là, des menaces physiques à votre rencontre? Alors moi, je suis pas sur les réseaux sociaux, donc je n'ai ni Twitter, ni Facebook, exactement. Ni rien. D'accord. Donc je n'ai pas reçu, et j'ai toujours été très clair là-dessus dans mes entretiens, au point où on m'a dit, si vous n'avez pas reçu de menaces physiques, c'est que donc il n'y en a pas. Toutefois, je rappelle que c'est la télévision néerlandaise qui a averti la police française des menaces qui pesaient sur moi,
puisqu'une personne de Trappes, qui est présidente d'une association et qui vit à Trappes depuis 20 ans, qui me connaît bien, a dit au mois de décembre, si Didier Lemaire continue de parler de l'islam et de Trappes, il sera le prochain Samuel Paty. Elle a dit ça à la télévision néerlandaise. Oui. Ouais. Et donc, si vous voulez, il y a aussi un contexte. Il y a eu une ébullition après novembre. Au mois de novembre, je publie une lettre dans l'Obs, une lettre aux enseignants à la mémoire de Samuel Paty, appelant à un sursaut républicain. Et à ce moment-là, la ville est en effervescence, y compris dans mes classes. Je rencontre des difficultés à ce moment-là. Il n'y a pas besoin de menaces directes, pour qu'une exécution se fasse. Samuel Paty n'a pas été menacé de mort directement. Je le rappelle. En revanche, depuis l'assassinat de Samuel Paty, je tiens quand même à souligner le fait qu'une dizaine d'enseignants en France, y compris dans des petites villes, pas à Argenteuil, pas à Trappes, pas dans ce qu'on appelle parfois les banlieues, mais des villes comme Pau, Cognac, Nîmes, Le Havre, des enseignants ont été menacés par des parents d'élèves en face à face, menacés de mort. En face à face. En face à face. Et quelle est la réponse de l'institution face à ces menaces de mort? Aucune. Les seuls... il y a eu quelques parents qui ont été traduits devant les tribunaux et qui ont pris entre 2 mois et 6 mois de prison avec sursis. Avec sursis, oui. Autant dire que... rien, quoi. Autant dire rien. Voilà. Ouais, et comment le professeur de philosophie que vous êtes, et ça se concerne le citoyen, la vie de quelqu'un, le destin de quelqu'un, comment vous expliquez quand même ce qu'il faut bien appeler, allez, on ne va pas aller jusqu'à lâcheté encore que, mais cette passivité, cette résignation, dont parle admirablement quelqu'un que vous connaissez aussi bien que moi au moins, c'est Étienne La Boétie avec le traité de la servitude volontaire. Est-ce que c'est la servitude volontaire, franchement? Non, là, je pense qu'on est dans un phénomène qui va au-delà de la servitude volontaire, qui est un principe de soumission à l'autorité, qui s'appuie sur une contrepartie, puisque celui qui subit l'autorité et le despotisme l'exerce à son tour. C'est l'explication de La Boétie. Or là, il n'y a pas de relation despotique ici. Il y a un déni. Il y a une soumission. Il y a une soumission, il y a une lâcheté. Je l'ai dit, j'ai repris d'ailleurs les paroles d'un commissaire de police quand je lui ai posé la question qui est responsable de l'assassinat de Samuel Paty. Il m'a répondu le refus d'être qui nous sommes. Ouais, c'est assez joli. C'est ça. Et je crois, oui, c'est l'abandon de nos principes fondateurs, de nos valeurs depuis la Révolution française. Nous sommes un pays attaché à la liberté de l'individu. Or, aujourd'hui, on ne parle plus d'individus, on parle de tribus. On appartient à des groupes, on se définit par son appartenance à un groupe, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc, communautarisme. Oui, c'est pas seulement religieuse, mais générale. Il faut refonder la nation, c'est-à-dire que cette idée que la nation est quelque chose qui transcende les différences de chacun, qui est supérieur d'ailleurs. Qui est supérieur, alors que chaque être est singulier et reconnu dans sa singularité. Cette idée, nous l'avons, je pense, oubliée. Après, il faudrait examiner dans le détail. Là, je prends un point de vue philosophique de très loin, mais dans le détail, il faudrait évidemment examiner chaque lâcheté de chaque ministre et de chaque président depuis des années. Je rappelle que le rapport Aubin, par exemple, a été enterré dès 2004. Oui, le rapport de Jean-Pierre Aubin, effectivement, sur la montée du communautarisme dans les territoires dits perdus de la République. Mais juste une question. Jean-Michel Blanquer vous a reçu, le ministre de l'Éducation nationale? Ses conseillers m'ont reçu, mais au ministère. Au ministère, mais le ministre. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Enfin, vous avez parlé de quoi? Je ne peux dans le détail, mais. Je ne peux pas entrer dans le détail, mais des propositions m'ont été faites pour, disons, me trouver une place, puisqu'il n'était plus possible pour moi d'enseigner à Trappes. Je rappelle qu'au mois de novembre, je suis escorté à mes entrées, à mes sorties de lycée par 4 policiers, et que à partir de tous les jours, pratiquement tous les jours, en tout cas. Tout le mois de novembre, oui. À partir de décembre, c'est espacé. Après, il y a aussi les policiers prennent d'autres mesures. Ils sont pas forcément visibles. Donc, si vous voulez, et puis moi, je vais pas vous détailler. Vous étiez vous étiez
Alors, sous escorte policière, sous surveillance policière. Sous escorte. En février, je vais passer sous protection policière, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, je bénéficie de ce qu'on appelle une protection rapprochée, dont je ne donnerai évidemment ici aucun détail parce qu'il y va de ma sécurité encore aujourd'hui. Bien sûr. Mais et vous l'avez encore aujourd'hui? Je ne répondrai plus à ces questions parce que je ne peux pas, si vous voulez, donner la moindre indication. Je comprends parfaitement. Maintenant, vous souhaitez, parlons de ça, on va continuer à parler de ça avec nos auditeurs, Didier Lemaire, mais vous souhaitez évidemment poursuivre votre vocation d'enseignant, de professeur de philosophie, ou pas, aujourd'hui? Je le souhaiterais. Mais ce n'est plus possible. Je ne peux pas assurer une neutralité dans ma salle de classe. Le professeur... Vous voulez dire dans n'importe quel coin de France et de Navarre, vous estimez que Didier Lemaire aujourd'hui ne peut pas avoir une classe plus apaisée, enfin, ou une école plus apaisée? Écoutez, le débat public en France est tel, les polémiques sont telles, je pense que je ne rendrai pas service à mes élèves. Rien que pour cela, mais après se pose aussi la question de ma sécurité. Bien sûr. Même dans un lycée, un petit lycée de province tranquille, mes allées et venues seraient vite repérées. Et je suis une cible, que je le veuille ou non, aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que vous envisagez? Enfin, comment voyez-vous votre avenir? Vous voyez, je viens de publier ce texte. J'ai pris le temps de la réflexion. C'est un livre qui est à la fois un témoignage, mais aussi qui apporte des éléments de réflexion philosophique sur le terrorisme, l'islamisme, la laïcité, etc. Et puis, c'est aussi un livre qui dessine un chemin politique. Je conclus mon livre par une lettre aux Français et j'espère pouvoir porter ma parole aujourd'hui dans le débat public, compris par d'autres livres. Par d'autres livres, oui. Donc vous voulez continuer, évidemment, mais est-ce que vous voyez, et pourquoi pas, vous engager en politique, ou pas? Parce que c'est aussi un chemin. Écoutez, à votre manière. Je demanderai certainement aux candidats qui se présenteront à la présidentielle s'ils sont d'accord avec mon idée d'un Conseil national de salut, avec une refondation de l'école, une refondation aussi de la police. Il faut que la police soit respectée partout sur le territoire, ce qu'elle n'est pas aujourd'hui. Il faut revoir aussi le fonctionnement de la justice et il faut un plan de lutte contre l'islamisme. Et il ne suffira pas d'avoir telle ou telle mesure pour enrayer cette progression. Il nous faut un véritable plan avec des étapes. Il faut construire cette stratégie. C'est l'urgence pour notre pays, c'est la conclusion de mon livre. Et donc, si je peux, à ma façon et à ma place de professeur, porter cet idéal, cette parole, je le ferai, oui. Et juste un mot, s'il y a un ou plusieurs candidats qui, à la présidentielle, ou hommes politiques ou femmes politiques, qui suivent ce chemin-là, ou en tout cas qui sont en harmonie avec vos idées, éventuellement, vous suivriez. Oui, il faudra que je réfléchisse évidemment à mon avenir aussi personnel. Mais oui, parce que, bien entendu, comme tout le monde, il est là. Moi, je pense que la question ne se pose pas encore aujourd'hui. Et vous savez ce que disait Boris Vian, pour alléger un peu? Il disait: la question ne se pose pas, il y a trop de vent. Et nous allons tout de suite au 0826 300 300 avec vos questions et vos témoignages. Nous sommes avec Abdelhakim qui nous appelle de Montpellier. Bonjour Abdelhakim. Oui, bonjour Abdelhakim. Oui, bonjour. Alors, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio, c'est Abdelkarim. Abdelkarim, pardon. Voilà. Alors, Augustin. Voilà. Je voulais juste intervenir par rapport à Monsieur Le Maire, donc le prof de philosophie, donc par rapport à, je dirais, des bêtises, comme la plupart qui interviennent parlent toujours de l'islamisme et du terrorisme. Alors moi qui est musulman pratiquant, j'aimerais lui poser la question, dans quelle catégorie il me situe. Voilà, donc moi je suis musulman pratiquant. Donc je pratique le ramadan, je fais mes prières, j'ai aucun problème. Voilà. Non mais Abdelhakim, on a bien compris, c'est bien, vous posez la question, c'est une bonne question. Et Didier Lemaire, est-ce que pour vous, un musulman pratiquant comme Abdelhakim est un terroriste? Bonjour monsieur. Je vous remercie de votre question parce qu'elle va me permettre justement de bien éclairer les choses. Je distingue toujours l'islam
comme religion. Non, mais vous pourrez parler Abdelkarim. Écoutez, Abdelkarim, écoutez Didier Lemaire et vous aurez la parole. Il n'y a pas de problème. Je distingue une religion, quelle qu'elle soit. Hein. L'islam est une religion parmi d'autres, qui d'ailleurs, chaque religion évolue dans ses pratiques à travers l'histoire et selon les peuples et selon les individus aussi. Chaque individu a un rapport très particulier à sa religion, il me semble. Je distingue la religion comme pratique religieuse et l'islamisme que je respecte absolument et d'ailleurs cette religion est une religion qui doit elle aussi respecter les principes républicains. Donc ça, c'est la paix civile, hein, c'est la condition de la paix civile, c'est ça la laïcité. Et puis, l'islamisme. L'islamisme, c'est un mouvement politique qui va utiliser la religion à des fins politiques. C'est un programme qui a été défini par les frères musulmans en 1928 pour conquérir le monde et créer une sorte de musulmans purs, d'humanité purifiée, un peu comme le programme nazi ou le programme communiste. Hein. Il s'agit d'une version dans laquelle l'individu n'existe pas, la diversité culturelle n'existe pas, les autres religions n'existent pas. Il s'agit d'éradiquer de l'humanité tout ce qui ne correspond pas au modèle. Alors, l'islamisme en France aujourd'hui, je vais être très court, mais l'islamisme en France aujourd'hui utilise malheureusement les musulmans qui sont les premières victimes dans le monde aujourd'hui du djihadisme. Abdelkarim ? Oui, non, mais je veux dire, je pense que Monsieur le maire, en fait, prend tous les musulmans, on va dire, en tout cas de France, pour des enfants. Vous voyez, vous pouvez pas, comment dire ça, vous accaparer de vos idées. Afin de nous réduire à un mouvement qui n'est pas le nôtre. Je suis désolé. Donc, vous avez fait des études de philosophie, chacun son domaine. L'islam, vous ne le connaissez pas. En aucun cas, vous en parlez, c'est que pour dire du mal, ou des contradictions. Vous parlez de politique. Le problème qu'il y a, en fait, c'est qu'on ne peut pas viser un sujet parce que vous abordez, en fait, tellement de sujets, que ce soit vestimentaire, politique, religieux, qu'on ne peut pas vous répondre en 5 minutes, vous voyez. Là, vous parlez tout à l'heure d'une jeune fille qui vient en jean moulant et quand elle est à l'extérieur, elle s'habille. Le problème c'est qu'elle est en contradiction avec elle-même. Il n'y a aucun rapport avec la religion. Donc moi, je suis musulman, j'ai jamais mis un seul pied dans un poste de police. Donc situez-moi dans une catégorie. Donc, mais ne confondez pas et ne stigmatisez pas l'islam. L'islam est une religion de paix et de tolérance. Vous voyez, il y a certaines règles à respecter que moi je respecte et j'ai aucun problème ni avec la France, ni avec mes voisins, ni avec l'école, ni avec qui que ce soit. Donc je pense que c'est des problèmes que vous inventez vous-même afin de mettre le feu aux poudres. Non mais Abdelkarim, juste un mot, attendez, ne dites pas inventer. Il y a des problèmes, vous dites vous-même, effectivement, il ne faut pas prendre tout le monde des généralités. Quand je dis inventer, c'est en fait, comment dire ça, il le prend islam, voilà, des mots qui sont en lien avec l'islam, on rajoute des ismes, vous voyez. Oui. Non mais voilà. Vous avez très bien. Non mais vous le savez très bien, Abdelkarim. Et ça, ce n'est pas. C'est que il y a ça dans toutes les religions, mais il y a ça aussi. Il y a des instrumentations politiques de la religion. Vous le savez très bien qu'il y a des versions extrêmement, je dirais, à la fois terroristes et autres. Ça existe. Ça ne veut pas dire évidemment que tous les musulmans, loin s'en faut. Ce serait ridicule. Vous dites vous-même, il faut pas prendre les gens pour des enfants. Et il faut pas prendre n'importe qui pour des enfants. Je crois simplement qu'on peut dire qu'il peut y avoir de la part de n'importe qui une exploitation politique, si vous voulez, de la religion. Et on a vu ça dans toutes les religions. Ce que je veux dire par là, en fait, c'est qu'il ne faut pas assimiler l'islam à une violence. En aucun cas, parce que l'islam en lui-même, si vous l'avez dans le judaïsme, c'est shalom, et dans la chrétienté, c'est le salut. Donc on ne peut pas dire le salut en même temps que c'est une violence, et shalom est de même. Vous voyez, on ne peut pas lier les deux. La vérité ne se mélange pas au mensonge. Voilà, donc je pense que, je pense, moi, de mon point de vue, il faudrait aussi, comment dire ça, diffuser un message de paix. Voilà. Et l'islam n'a rien à voir avec la violence. Du moment
où vous arrivez à la violence, on ne parle plus d'islam. Oui, vous dites... Et je pense que c'est ce qu'il faut, il faut vraiment mettre le point dessus. Mais attendez, vous dites par exemple que ce Tchétchène qui a égorgé Samuel Paty, qui l'a décapité, non, pour vous, c'est pas un musulman. Désolé, ouais. il est en totale incohérence avec l'islam. Et moi-même, je le condamne. D'accord. Est-ce que vous pensez vraiment... Est-ce que ça apporte une bonne image à l'islam ou une mauvaise image? Non, mais c'est pas le problème. Vous avez très bien répondu. Pour vous, ce n'est pas un musulman. Non. Ouais. Après, moi, en tout cas, je le conçois pas. Moi, ça fait pas partie de mes valeurs de l'islam, c'est tout. D'accord, mais non, mais... Après, c'est moi ce que je trouve en fait scandaleux, c'est qu'on puisse assimiler toujours l'islam à la violence. Vous voyez, vous allumez votre radio, vous entendez ça, vous allumez la télé, vous entendez pareil. Et je vous préconiserai, et c'est possible de votre part, d'inviter un écrivain et un historien qui s'appelle Youssef Indy, qui peut très bien vous expliquer où c'est très bien et qui veut très bien vous expliquer. J'ai invité plusieurs grands philosophes musulmans, notamment Abdelnour Bidar, qui en parle aussi très très bien. Merci. Youssef Indy, il est très bien. Merci Abdelkarim. Voilà, je vous le recommande. Ok. Écoutez, merci et bonne journée à vous. Bonne journée. Merci de nous avoir appelés. Puis vous continuez à nous appeler jusqu'à 14h au 0826 300 300. Vous pouvez poser vos questions à Didier Lemaire ou témoigner si vous avez constaté l'islamisme dans les écoles. À tout de suite. Ce message d'une élève de la classe de philosophie du lycée de Trappes, où enseignait jusqu'à très peu de temps Didier Lemaire, auteur de Lettres d'un hussard de la République, dont nous parlerons depuis quelques minutes. Écoutez ce message qui est très beau. Il termine le livre. Bonsoir monsieur, donc s'adressant à Didier Lemaire. Voilà, petit message de soutien si j'ose dire. J'espère que vous vous en sortez et que vous vous portez bien depuis que nous ne nous voyons plus. Soyez fiers et convaincus de vos positions car vous n'êtes ni seul ni fou. Je ne peux qu'appuyer la véracité de vos propos étant moi-même musulmane, à moitié maghrébine et habitant à Trappes. Ne vous taisez jamais, car moi je regrette de parfois devoir rester discrète. Je ne sais pas ce que vous prévoyez de faire, mais vous avez déjà mon soutien, celui de ma mère également. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Je n'hésiterai pas non plus à vous informer de ce que je peux estimer important de vous transmettre. Passez une excellente soirée. Voilà, c'est un beau témoignage, en tout cas, de fidélité d'une de vos élèves, Didier Lemaire. Oui, c'est un très très beau témoignage et j'ai voulu clore le livre par son message. J'ai reçu des messages de toute la France, de tous les Français, vraiment de tous horizons. De nombreux messages. Oui, qui se sont reconnus dans ma parole. D'accord. Très bien. Bah écoutez, en tout cas, nous avons des questions pour vous au 0826 300 300 et nous allons à Limay avec Patrick. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Patrick. Oui, bonjour André Berkoff, bonjour Monsieur Didier Lemaire. Bonjour. On vous écoute Patrick. Écoutez, c'est un sujet très délicat. Moi je connais Trappes, parce que c'est là que j'ai acheté une voiture, je connais la Verrière, tout ça. Ouais. Quand on circule là, je vous cache pas que moi j'étais parti en Angleterre de 2011 à 2016. Oui. Quand je suis parti en 2011, la France était telle qu'elle était. Moi, je donnais des cours de guitare à domicile, batterie, donc je voyais du monde. Quand je suis rentré en 2016, j'ai plus reconnu la société française. En 5 ans, j'ai vu un appauvrissement culturel, un appauvrissement au niveau des vêtements, un appauvrissement même au niveau de la réflexion intellectuelle. J'ai senti que les gens étaient moins habitués à réfléchir, mais à subir des informations. Enfin, je suis très triste et très peiné par tout ce que j'ai entendu depuis que M. Didier Lemaire intervient et ce monsieur. Ouais. Je suis à 2 doigts de fonder un parti, pour rien de vous cacher. Ouais. Et je me pose la question si quelqu'un de courageux viendra avec moi le fonder, qui est tout simplement le parti judéo-chrétien, mais moi je suis pour la paix. Parce que je dis que vivons en paix avec son voisin. Dans l'histoire, il y a eu des musulmans et des chrétiens qui se sont respectés, qui se sont aimés, qui se sont acceptés. Et moi, je dis simplement, respectons-nous, paix pour les hommes de bonne volonté, ce qui n'exclut pas de discerner quand le mal rentre. Ben oui. Et je vais finir juste avec une chose, monsieur Berkoff, je vais juste finir avec ça. Allez-y. Un jour, j'étais aux urgences à Poissy, parce que j'ai eu une attaque cardiaque en Angleterre, donc j'ai eu peur de faire une récidive.
Et je me suis retrouvé en face de musulmans. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, nous on est là parce que vous les chrétiens, vous n'êtes pas bouillants pour la justice. Vous n'êtes pas? Et l'amour. Vous n'êtes pas bouillants pour la justice, l'équité et l'amour. Voilà. Donc moi je crois que les musulmans ne sont pas responsables. Ils sont là, arrêtons de les fustiger. Ils sont là parce que nous les chrétiens, nous avons oublié nos racines judéo-chrétiennes. Nous nous sommes laissés aller par cette société de matérialisme, d'égoïsme, même de rébellion. Et les autorités même qu'on a en France sont comme ça. Elles ne défendent pas les Français qui veulent se battre, et des hommes courageux comme Monsieur le maire, ou des vrais chrétiens, je parle des vrais chrétiens, qui eux pleurent pour le pays aujourd'hui, je peux vous le dire. Et ne tentent pas l'autre joue peut-être aussi. Il faut pas tenter, il faut être. Attendez, on n'a pas un combat contre la chair, on a la vérité pour la vérité, mais pas contre la vérité, pas contre la chair. Donc on ne lutte pas avec la chair. Ok, merci. Voilà. Qu'en pensez-vous? Oui, je crois que nous avons un triple héritage que nous oublions. Un héritage d'abord grec et latin. Rome, Athènes, Jérusalem. Ah oui, c'est quand même, si vous voulez, cet héritage, il est fondamental. C'est Pythagore qui a inventé la science. Moi, je commence chaque année avec mes élèves là-dessus. C'est l'invention de la raison. Tout de même, l'héritage grec. Ensuite, nous avons un héritage chrétien qui suppose un rapport personnel à Dieu. Et donc c'est la naissance aussi de la personne humaine. Et puis ensuite nous avons un héritage humaniste qui va généraliser cette... Puis les Lumières, etc. C'est ça, oui. Qui va... Oui, et cet héritage, on se demande si on l'entretient ou si, encore une fois, on le cache sous la moquette. Nous avons d'autres appels au 0826 300 300 et nous sommes avec Jean-Paul qui nous appelle de Draguignan. Bonjour Jean-Paul. Oui, bonjour Jean-Paul. Bonjour André, bonjour Monsieur le maire. Je vous écoute depuis le début de l'émission. Je trouve le sujet en effet très délicat et très intéressant en même temps. J'aurais une question, Monsieur le maire. Il y a quelques années, on appelait les professeurs souvent Monsieur le maître ou Madame la maîtresse. Il y avait dans notre pays, venant même de nos parents, un goût pour le savoir que pouvait nous apprendre le maître ou la maîtresse que l'on pouvait avoir sur les bancs même de l'école primaire ou au collège ou au lycée. Et je pense que ce goût pour le savoir a été complètement perdu, ou du moins en grande partie, au fil des générations. Et ce goût pour le savoir, les personnes étrangères, maghrébines principalement, ou africaines, n'ont pas cherché, je pense, à le transmettre, à le porter pour leurs enfants, et n'ont pas su leur insuffler le respect qu'ils devaient avoir pour les personnes comme vous, qui ont ce savoir et qui aiment le transmettre. Je crois qu'il y a eu aussi une grosse erreur de laisser se créer des syndicats politisés à l'école. Et ça, je suis persuadé que ça a créé beaucoup de mal. Jean-Paul, c'est intéressant. Juste, je voudrais, Didier Lemaire, parlons un peu des syndicats d'enseignants. Eux aussi, pour vous, est-ce qu'ils vous ont aidé ou pas? Quelle a été la position des syndicats d'enseignants? Non, les syndicats sont restés totalement muets. Muets, complet. Muet, totalement. Pas un mot du tout le long. Non, j'étais d'autant plus surpris qu'en 2017, je crois, je ne suis pas sûr de la date, mais je suis invité par le SNES pour une journée de formation. Syndicat national d'enseignement supérieur. Oui, et déjà, je donne mon témoignage, j'apporte mon témoignage sur la transformation de Trappes et de mes élèves aussi, sur les difficultés qu'il y a à enseigner dans un contexte où les élèves sont imprégnés finalement et vivent dans deux mondes séparés, le monde libre et du savoir de l'école, où il y a une liberté de penser, et puis un monde qui les étouffe en tout cas. Donc je suis étonné qu'aucun syndicat... Et quand vous avez participé pendant cette journée du SNES, vous avez parlé de cela. Oui, j'ai parlé de cela. Et les réactions, c'était quoi? D'ailleurs, il y avait je n'étais pas le seul. Il y a eu, on a commencé la journée avec le témoignage d'une mère de famille dont la fille a failli partir en Syrie, une classe moyenne, famille plutôt athée, habitant dans la campagne, à quelques kilomètres de Trappes, mais recrutée par les salafistes, puis recrutée par des djihadistes.
Il y a eu des témoignages également de chefs d'établissement, une intervention du CIPDR, de la Mivilude. Donc, et ça a débouché sur quelque chose? Oui, les enseignants étaient très... Enfin, les personnes qui ont assisté à cette journée de formation étaient très, très intéressées par ces questions, et je dois dire que ça s'est très, très bien passé. Mais en revanche, pour vous, hiérarchie syndicat, c'était pas ça, quoi. Écoutez, non mais alors il va y avoir dans quelques jours, je vous annonce que dans quelques jours, un livre va être publié, un livre d'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, Cherche Midi, par un écrivain qui s'appelle David Dinota, et qui va faire le bilan, qui va montrer la responsabilité des institutions dans cet assassinat, puisque finalement, là encore, cette culture de pas de vague ou de mettre la poussière sous le tapis amène à sous-estimer la menace. La menace qui... Oui, alors monsieur, si je puis me permettre de vous répondre très très rapidement, oui, il y a une crise très très profonde de l'éducation, il y a une crise de la culture plus générale, et c'est pour ça que je pense qu'on ne pourra pas combattre l'islamisme sans redonner à l'école son rôle véritablement d'instruction, et qui est sa mission première. Écoutez, oui. Je voudrais rajouter quelque chose. Oui, Jean-Paul, allez-y. Oui. Vous avez évoqué le régalien, ce qui est très intéressant, mais ce que vous évoquez amènerait à une restructuration complète de la société, c'est-à-dire l'école, mais la justice, la police et la société en elle-même. Et là, je pense que ça créerait un grand problème, comment dirais-je, de violence dans la société, parce qu'une majorité, peut-être une majorité de personnes, ou même si ce n'est pas la majorité, mais une grande partie de la société n'accepterait pas ce retour sur les valeurs. Oui, il y aura des résistances, bien entendu, et c'est sans doute la raison pour laquelle aussi nos politiques sont si couards. Ils ne veulent pas affronter l'ennemi, mais plus tard nous l'affronterons, cet ennemi, plus les dégâts seront grands. Nous dirigeons vers une guerre civile, à ne rien faire. L'imprégnation idéologique est de plus en plus forte. On va passer d'un djihadisme d'atmosphère individuelle à un djihadisme d'atmosphère qui sera collectif dans quelques années. Vous savez, Jean-Paul, il faut toujours se souvenir des paroles de Churchill. Vous avez choisi le déshonneur pour éviter la guerre, vous aurez le déshonneur et la guerre. C'est bien ça. C'est bien, malheureusement, ce que l'on risque d'avoir. J'espère que pas, mais il faut être vigilant. Merci, Jean-Paul. Et il faut aussi nous appeler au 0826 300 300. Il vous reste un quart d'heure pour poser vos questions à Didier Lemaire ou livrer vos témoignages. À tout de suite. Sont cuites avant qu'il ne soit trop tard. C'est le livre de Didier Lemaire. Décidément, il faut être un petit peu plus optimiste. Et c'est pour ça que vous nous appelez au 0826 300 300. Et nous sommes avec Renaud qui nous appelle de Clichy. Bonjour Renaud. Oui, bonjour Renaud. Oui. Bonjour à tous, bonjour André, bonjour à Monsieur le maire, et puis beaucoup de respect et de courage à ce professeur. On vous écoute. Oui, j'ai une question au sujet du Coran, en fait, parce que je pense que le problème, ce ne sont pas bien sûr les musulmans, parce que les musulmans sont aussi divers que toutes les autres communautés. Absolument. Le problème, c'est, à mon avis, au niveau du texte. Et je voudrais juste citer deux extraits rapides avant de poser ma question. Donc, deux extraits du Coran. Donc, un premier qui dit donc, Allah a mis les combattants au-dessus des non-combattants en leur accordant une rétribution immense. Donc, et le deuxième, c'est les mécréants demeurent pour vous un ennemi déclaré. Bon. Là, ce sont deux exemples en fait de versets qui sont vraiment qu'on peut contester. Donc, j'aimerais savoir est-ce qu'il faudrait pas donc alors soit interdire le Coran, ce qui me paraît quand même assez énorme, soit obliger qu'il y ait des versions commentées pour que ce type de verset ne puisse pas être des réinterprétations. Voilà, c'est ça, un peu comme Mein Kampf sort, je crois. Comparaison un peu osée, hein, mon cher Renaud. Oh, écoutez, moi j'ai pas lu Mein Kampf, mais j'ai lu le Coran plusieurs fois, là je suis en train de le relire. Je comprends. Et malheureusement, il y a beaucoup de versets qui vraiment sont... On va poser la question à Didier Lemaire. Je vous remercie.
Merci de votre question. Il me semble que ce n'est pas à l'État de définir le contenu d'une religion, c'est à la religion simplement de se plier à la loi républicaine. Donc quand des représentants d'une religion ne reconnaissent pas et le disent les principes de laïcité, les principes républicains, à ce moment-là se pose la question de leur dissolution, ce que le gouvernement actuellement ne fait pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce qu'il y a dans ces textes, d'abord, pose des problèmes de traduction, d'interprétation, et il me semble là que ce n'est pas un débat à avoir, c'est pas un débat théologique. Ici, la question pour nous est seulement politique, et encore une fois, il ne s'agit pas de mettre en cause l'islam ou telle interprétation de l'islam, mais bien des actes. Et une réalité objective, c'est tout à fait différent. Oui, je crois qu'il faut dire ça, c'est vraiment la réinterprétation. Vous savez, les textes, si vous lisez la Bible, il y a des récits d'une violence et des guerres d'une violence exceptionnelle, et je dirais des massacres à en veux-tu, en voilà dans la Bible. Ce n'est pas pour ça que la Bible doit être effectivement condamnée ou éradiquée ou effacée. Non, je crois qu'effectivement, c'est une question à la fois d'interprétation et une question de bon sens, c'est-à-dire que en fait, revenons à la laïcité, c'est le privé, respect total de la religion, toute religion dans le privé, mais pas le public, c'est autre chose. Le public, c'est la paix civile, le public est doit être absolument fermé à cela. C'est le collectif, n'a rien à voir. Respect pour le privé et respect aussi pour le public. Merci Renaud de nous avoir appelé depuis Clichy. Nous allons du côté de Montpellier avec Pierre qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Oui, bonjour. Je voulais réagir en fait à l'appel de Abdelkarim qui est lui aussi de Montpellier comme moi. Oui. Parce que pour moi ça illustrait parfaitement un piège qui est tendu par les islamistes, qui est en fait de faire croire que toute critique de l'islamisme ou de l'islam serait de l'islamophobie et en fait une stigmatisation de l'ensemble des musulmans. Il est évident que dans les propos de votre intervenant, à aucun moment le musulman normal a été stigmatisé, j'ai envie de dire. Le musulman respectueux des lois françaises n'a jamais été stigmatisé. C'est bien sûr le salafisme, l'islamisme, les radicaux, et qu'il faut combattre. Et en fait, il faut faire attention parce que les gens comme Abdelkarim, je pense qu'ils veulent faire pencher tous les musulmans vers leur courant radical, en leur faisant croire qu'en fait, c'est les musulmans en général qui sont stigmatisés. Voilà, donc ça me paraît important de bien garder ça en tête. Vous voulez dire mobiliser tous les musulmans dans le même camp, etc. C'est ça. Exactement. Ce que vous dites, Et en fait, je regrette qu'on n'ait pas entendu de témoignage d'un musulman qui soutienne votre intervenant. Alors, peut-être qu'ils n'ont pas appelé, peut-être que certains ont appelé, mais qu'ils n'ont pas eu la chance de passer à l'antenne. Écoutez, ça c'est possible. Nous, comme vous le savez, l'antenne est ouverte à absolument tout le monde. Elle est spontanée. Hein. Nous ne présélectionnons pas nos appels et voilà. Mais il y a eu, je sais, en tout cas, nous avons reçu des intellectuels ou des musulmans, enfin, qui tout à fait soutenaient, en tout cas, le sens de, je dirais, en tout cas, du combat de Didier Lemaire. Il y en a, on en a eu. Donc voilà, heureusement, les choses sont plus complexes qu'il ne soit, et je dirais, il faut jamais généraliser. Didier Lemaire, moi j'ai une question à vous poser, à moins que vous vouliez répondre à cela. Oui, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Il s'agit là d'un piège pour faire taire toute critique, non seulement de la religion ou d'une religion, mais aussi toute critique et tout combat de l'islamisme. Mais d'autre part, moi j'ajouterais quand même une deuxième cause aussi, c'est que nous sommes rongés par un sentiment de culpabilité et que c'est sur ce sentiment-là que ces gens appuient la mauvaise conscience sans doute liée au colonialisme de certains Français, de notre histoire. Et c'est ça, à mon avis, qui cause particulièrement des dégâts dans une partie de la gauche française, au point où, d'ailleurs, la gauche a renoncé à son combat républicain. La gauche a oublié le peuple, c'est bien pour ça qu'elle fait les scores qu'elle fait, mais enfin la gauche officielle. Et je dirais simplement là-dessus qu'ils se sont assez perdus, et c'est terrible. Parce que quand vous dites culpabilité, vous avez raison, mais les culpabilités se partagent partout.
je veux dire, la culpabilité ne sont pas seulement... et on s'est laissé enfermer dans le piège de la culpabilité. Or, regardons les traites négrières, on a vu qu'il y avait plusieurs traites négrières, c'est un exemple. Mais Didier Lemaire, moi j'ai une question à vous poser. Si vous étiez aujourd'hui, pourquoi pas, ministre de l'Éducation nationale, si vous étiez à la place de Jean-Michel Blanquer, quel serait, de ce point de vue, du point de vue qui nous occupe, du point de vue, effectivement, des relations avec les élèves, du point de vue des professeurs qui sont menacés et d'autres qui ont perdu leur vie, quelles seraient les premières choses à faire, enfin qui pourraient en tout cas stopper ce courant terrible? D'abord, je m'étonne que M. Blanquer repeigne la laïcité aux couleurs du communautarisme, et il me semble qu'il s'honorerait à rebaptiser dans chaque académie de France un collège Samuel Paty, à commencer par le collège de Conflans-Sainte-Honorine où Samuel Paty a été assassiné. Ça, c'est la première mesure qui montrerait aussi, qui permettrait d'honorer réellement la mémoire de cet enseignant. La deuxième chose que je ferais, c'est que je pense qu'il y a une urgence aujourd'hui à protéger les professeurs qui sont menacés de mort partout en France. Et ça, c'est une mesure très concrète à faire. Ce n'est pas fait. Faire quoi? Alors d'ailleurs, moi, d'ici quelques semaines, je vais monter une association avec des avocats pour protéger à la fois juridiquement et socialement ces personnes menacées ou des personnes qui subissent des menaces. Et ces personnes, ce ne sont pas seulement des enseignants, hein, c'est toute la fonction. Mais faire toute la fonction publique. Oui. Alors, par exemple, une ou deux mesures qu'il faudrait faire, à votre avis, d'urgence. Alors, les mesures pour faire cesser les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires, c'est-à-dire que réellement des mesures soient prises de sanctions contre les élèves qui sont utilisés par leurs parents ou par leur milieu pour détruire notre système scolaire. Et pour protéger aussi, pour protéger les professeurs. Ce serait justement... Vous êtes pour la sanction, par exemple, au portefeuille. Vous savez, comme certaines mairies qui ont attaqué et qui ont expulsé la mère, alors c'était pour un trafiquant de drogue, hein, expulsé en disant, voilà, vous ne serez plus dans les HLM parce que votre fils, etc. Mesure de dissuasion. Est-ce que ça vous paraît jouer ça ou pas? Je pense qu'il y a beaucoup plus grave encore. Vous avez des parents qui sont fichés S, qui ont été condamnés pour des actes de violence. Les chefs d'établissement ne sont même pas informés de leur présence. Ça veut dire qu'on a là affaire à des gens qui pourraient potentiellement instrumentaliser leurs enfants, comme dans l'affaire Paty. Et ils savent pas, les chefs d'établissement ne le savent pas. Les chefs d'établissement ne sont pas informés. Non, donc la première mesure de bon sens, ça serait de créer une cellule d'information qui permette aux chefs d'établissement. Ensuite, il y a des sanctions à prendre contre les atteintes à la laïcité, le port des signes religieux, les prières sauvages dans les établissements, les actes de pression sur les jeunes filles pour qu'elles se taisent en classe, etc., etc. Ces mesures-là ne sont pas prises dans aucun établissement. Il faudrait retirer les enfants de ces établissements-là pour que les parents comprennent réellement qu'on ne peut pas les utiliser. Et à la fin, si ça se renouvelle, poser la question de l'autorité parentale. On ne peut pas laisser des enfants aux mains de tels idéologues. Merci Didier Lemaire pour tous ces éclaircissements. Et puis on va suivre parce que le combat n'est pas fini, le combat continue. C'est le moins que l'on puisse dire. Et je rappelle le titre de votre livre qui est en librairie, Lettres d'un hussard de la République, et en sous-titre Avant qu'il ne soit trop tard. C'est aux éditions Robert Laffont. Vous êtes professeur de philosophie et puis vous enseignez à Trappes. Vous pouvez retrouver cette